Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette deuxième émission dynamique Éco-Phyto, source de progrès, organisée par la Chambre régionale d'agriculture Grand Est, l'Adréal Grand Est et la DRAF Grand Est pour décrypter l'évolution de l'usage des produits phytosanitaires à l'échelle de la région. Alors pendant l'émission, vous le savez, elle est totalement interactive, c'est-à-dire que vous pouvez poser toutes vos questions à l'adresse mail ecophytocrage@gmail.com. Je répète, ecophytocrage@gmail.com. Nous y répondrons bien sûr en direct. Alors aujourd'hui, on va faire un tour des expériences mises en œuvre par les agriculteurs et par leurs conseillers sur les exploitations de la région Grand Est. Et pour cela, j'accueille tout d'abord Sylvain Dutoit. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes conseiller agronomique à la Chambre d'agriculture de la Marne et face à vous, Jean-François Streller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller à la Chambre d'agriculture d'Alsace. Alors Sylvain, on va démarrer par vous. Alors, on va voir une vidéo d'un agriculteur juste après, mais est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu cet agriculteur et son exploitation ? Eh bien, en fait, c'est une exploitation en Champagne crieuse avec de la luzerne et de la betterave, mais avec une spécificité, ils font des légumes, carottes, oignons irrigués. Et donc cette ferme, elle rencontre des difficultés de flore de printemps, et c'est pour ça qu'elle a dû réfléchir à la modification de son assolement. Alors justement, on va découvrir la vidéo image. La SEA de la Manne, c'est une exploitation de 265 hectares. À son entrée dans le réseau défi, l'assolement était composé de 20% de céréales d'hiver, 15% de luzerne et à peu près 65% de cultures de printemps. Donc betterave, des légumes, oignons, carottes et de l'orge de printemps. Quand on est rentré dans le réseau défi, au début de la démarche, on n'a pas forcément trouvé le besoin de modifier l'assolement pour réduire l'utilisation des phytos. On a surtout retravaillé le choix de la variété, le mode d'application, les observations, voire les modèles, ce qui nous a permis très rapidement et plutôt facilement de diminuer les fongicides, les régulateurs et les insecticides. Par contre, on a eu un peu plus de problèmes avec les herbicides. Dans mon système, avec beaucoup de cultures de printemps, on a eu un problème avec justement des adventices de printemps, type mercurial, laitus, fumeterre, mais surtout amiminjus. La lutte contre l'amiminjus, donc la première chose, c'est qu'on a continué à regarder, à réduire nos phytos. Donc on a installé une rampe de traitement localisée sur le semoir pour faire du traitement en prélevé. Et puis on a réintroduit 2 binages systématiques dans les betteraves. C'est assez chronophage. Et entre les 2 binages, depuis 2 ans, on essaye de refaire du désherbage mécanique en plus avec un passage de RC-trille. La conclusion de ça, c'est que sur notre programme, on a quand même limité l'usage des phytos puisqu'on a supprimé un passage d'herbicide. Ensuite, on a décidé de supprimer le labour parce que l'enfouissement des amiminjus n'était pas du tout efficace. Le bilan de cette stratégie, c'est qu'on est toujours quand même lié à l'attachement des phytos. Donc on a essayé de s'efforcer de remettre une stratégie un peu long terme. Donc on a décidé de modifier un petit peu l'assolement en essayant de diminuer, de rééquilibrer le pourcentage de cultures d'hiver et cultures de printemps. Donc on a pris le choix de semer un minimum d'orge de printemps, ce qui nous pousse à semer du blé très tardivement, c'est régulièrement qu'on sème du blé au mois de décembre. Également, on a décidé d'arrêter les oignons. C'est une culture qui n'étouffe pas, on est envahi et on salit les parcelles. Donc on a préféré l'année dernière arrêter les oignons et repartir en pommes de terre de consommation. On est rentré dans un projet collectif de méthanisation
donc qui va avoir forcément des incidences sur notre assolement, puisqu'on s'est engagé à fournir des cives. Les cives, pour moi, risquent d'avoir un impact sur justement l'endermement, parce que c'est quand même une culture d'hiver. Donc on continue à essayer de résoudre le problème d'enherbement par l'introduction du seigle. Et puis c'est une culture qui est très très étouffante. Pour 2021, on a mis 30 hectares en place. Donc il y en a moitié qui seront suivis d'une luzerne, parce qu'on a de plus en plus de problèmes pour les semis de luzerne au mois de juillet, parce qu'avec les conditions sèches en non-labour, ça devient compliqué à les faire lever. Donc on va plutôt les semer au mois de mai pour profiter, j'espère, un peu plus d'humidité dans le sol pour pouvoir les faire lever. Et puis également, je pense qu'on va pouvoir supprimer nos traitements antigraminés, puisque là, il n'y aura pas de repousse de céréales, puisqu'elle va être récoltée immature. Et puis l'autre moitié sera, comme cette année, avec soit une pomme de terre, soit un légume irrigué. L'objectif de ce projet, c'est surtout d'être autosuffisant en alimentation. Donc forcément, dans l'assolement, il va y avoir un peu de modifications. La première, c'est qu'on a réintroduit, on a repris un contrat de porte-graines Régra. La deuxième, la luzerne qui sera faite derrière les cives, on va certainement la passer en foin de luzerne pour les brebis. Et également, le dernier point sur l'assolement, c'est que le projet est basé sur une période de pâturage en extérieur dans les couverts, sur novembre à décembre, tant que les conditions le permettent pour que les brebis puissent rester dehors. Alors, le témoignage de cet agriculteur est vraiment intéressant. Sylvain, on va aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Pourquoi vous dites quelque part le problème a été pris à l'envers? En fait, je ne sais pas s'il est pris à l'envers, mais des fois, on souhaite l'aborder comme ça, en mettre le levier rotation assolement en premier. Mais c'est une notion qu'on a quand même. Moi, j'ai eu des difficultés à aborder dans les années 2000 avec le groupe des filles, en fait. Les agris, ils avaient envie d'investir beaucoup sur la qualité de la pulvérisation. Et est-ce que c'était un levier assez facile à développer et assez rapidement sans remettre en cause leur système. Et puis après, ça fait partie un peu de la co-construction qu'on fait avec les agriculteurs. C'est eux qui décident de leur plan d'action. Nous, on a une valise des outils, mais c'est eux qui décident. Donc, ils ont choisi ce levier-là. Et après, au fur et à mesure, soit on y arrive, et puis sinon, si on est en démarche de progrès, on utilise d'autres leviers au fur et à mesure de l'évolution du projet. Et l'expérience de cet agriculteur-là, est-ce que c'est reproductible pour d'autres agriculteurs? En fait, je pense pas. En fait, c'est pas l'objectif. Que chaque exploitation a vraiment peut avoir vraiment sa problématique. Là, sur mon réseau défi, en fait, il y a pratiquement aucune ferme qui se ressemble. Enfin, c'était un peu l'objectif aussi, la façon dont on l'a constitué. Et donc, certains ont un système avec à assolement identique, qui n'ont pas de problème de graminées, en système labour. Un autre a le labour, il a le souci. Donc, il faut creuser, bien comprendre l'ensemble de l'itinéraire et voir sur quel levier il faut actionner. Et inversement, on peut avoir un système sans labour réputé salissant, et en fait, ça tourne, ça fonctionne, il ne faut surtout pas le changer. Donc il y a quand même un travail de connaissance avec l'exploitant, bien identifier les problématiques et actionner les bons leviers. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de copier-coller. C'est un peu déroutant, mais c'est mon ressenti. Alors, des légumes à la méthanisation, comme on l'a vu dans le reportage, ça fait quand même un grand écart. Oui, c'est vrai que pour de l'extérieur, même moi, donc quand je lui ai posé la question, en fait, sa réponse, elle m'a un peu dérouté. En fait, la motivation, c'est un projet collectif. C'est le premier mot qu'il utilise. En fait, il a participé à quelques réunions, et donc ça lui a permis d'avoir le levier méthanisation sans avoir des gros investissements, parce qu'il n'a qu'un petit bout de la méthanisation. Et ensuite, l'impact aussi sur l'assolement, comme là, c'est un méthaniseur pur, sans élevage, en fait. Donc, en fait, ça impacte son assolement, mais ça ne remet pas en cause totalement son assolement. Donc, voilà, c'est un nouveau levier accessible qu'il n'aurait jamais pu faire tout seul. Donc, c'est vraiment ça, c'est le projet collectif qui l'a fait déclencher. Bon, Sylvain, vous restez avec nous. On va voir un second cas, une seconde étude de cas avec Jean-François Streller. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'exploitation de Jean-Marc Wilde, dont on va parler? Oui, bien sûr.
Donc, il s'agit en fait d'un système céréalier, donc de la plaine de l'île, en grande partie irrigué sur 120 hectares, et un système qui s'est beaucoup diversifié en 10 ans. Il y a à peu près 10 ans, il y avait encore 90% de maïs, un peu de blé, un peu de pommes de terre. Aujourd'hui, on a jusqu'à 7 cultures différentes et le maïs occupe encore la moitié de la SAU. On va justement regarder la vidéo, on va découvrir donc Jean-Marc Wilde, images. Les systèmes d'élevage de la montagne vosgienne reposent essentiellement sur la prairie naturelle. Ces systèmes connaissent des difficultés récurrentes pour équilibrer leur bilan fourrager. Augmentation de la taille des cheptels, parcellaires à handicap, dégâts de gibier et plus récemment accidents climatiques expliquent que le recours à des fourrages extérieurs devienne de plus en plus fréquent. Pour les systèmes céréaliers de la plaine de l'Île et du Rhin, l'opportunité se présente d'évoluer vers un système mixte céréales-fourrage. Rencontre avec Jean-Marc Wilde, céréalier à Merxheim en plaine de l'Île. Jean-Marc Wilde, tu es entré en 2011 dans le réseau Défi Grande Culture du Haut-Rhin avec un système fortement basé sur le maïs, partiellement irrigué, une petite surface en pommes de terre et en blé. Peux-tu nous décrire brièvement l'évolution de ton système de culture jusqu'à aujourd'hui? Oui, donc j'ai augmenté ma surface de pommes de terre, j'ai diversifié mes cultures, on a fait un réseau d'irrigation aussi en commun pour irriguer plus. Comme tu l'as dit avant, c'était partiellement, ça l'est toujours, mais on a quand même sécurisé notre irrigation. Et donc je suis rentré dans le MAEC en 2016 où donc j'ai dû rajouter un protéagineux, ce que j'ai fait avec le soja. Et j'ai aussi fait du tournesol semences. Et donc j'ai arrivé avec mes 5 cultures. Et aujourd'hui, le soja, ça ne réussit pas trop bien sur l'exploitation. Et je travaille avec une ferme auberge à qui je livre des pommes de terre, qui a des problèmes de fourrage. Et c'est pour ça aussi que je me suis orienté sur la luzerne. Tu implantes de la luzerne en 2020, au printemps 2020, vendu sur pied à un éleveur de montagne. Dans quel contexte s'inscrit cette nouvelle culture supplémentaire? Ça me fait une culture en plus, peu exigeante en travail et qui peut arranger la ferme auberge avec qui je travaille en pommes de terre. Quels sont pour le céréalier que tu es les bénéfices à retirer de l'introduction de luzerne? En fait, c'est une nouvelle culture, c'est un nouveau challenge, c'est de nouvelles choses à apprendre. Ça fera un très bon précédent pour la culture que j'implanterai dans 4-5 ans. Et c'est une parcelle très poussante, c'est pour ça que je l'ai choisie. Donc je pense que niveau rentabilité, je devrais être au même niveau qu'un maïs avec moi de travail. Comment s'est passée cette première année de luzerne, notamment au niveau de l'implantation et de la conduite? Du coup, on l'a implanté au printemps et le problème c'est qu'on a eu pas mal de mauvaises herbes qu'on a essayé de résoudre par un broyage, mais du coup ça n'a pas marché comme on voulait forcément. Et donc la première année un petit peu est pas géniale, mais je suis confiant pour les années à venir. Et dans le futur, si c'est à refaire, de toute façon, il faut privilégier un semis d'automne. Dans ton partenariat avec l'éleveur, quelles sont les tâches de chacun et avez-vous écrit un contrat? En fait, on a fait le contrat protéagineux pour la prime. Et après, moi j'ai semé la luzerne, je fertilise et j'irrigue. Et l'éleveur fait tout le reste. Donc faucher, endainer, enrubanner, le ramener chez lui. Au terme de cette première année, quel est ton bilan de l'expérience luzerne pour la suite? Comme dit, c'est une année un peu mitigée. Donc pour l'instant, on reste un petit peu dans le flou. Mais les 2-3 ans à venir on va déjà savoir un petit peu plus où on va. Et je pense, comme dit, je reste confiant, je pense que ça va bien se passer. Moi, je vais retomber sur mes pieds, l'éleveur aussi. J'espère qu'on va réitérer ça dans le futur sur d'autres parcelles, peut-être avec d'autres fermes auberges, vu que je travaille avec plusieurs fermes auberges pour les pommes de terre. Et voilà, on reste confiant. En allongeant la rotation, l'introduction de cultures fourragères pluriannuelles réduit le recours aux produits phytosanitaires, améliore la fertilité du sol, permet de mieux maîtriser les adventices et autres bioagresseurs,
tout en prenant en compte les aspects temps de travail, résultats économiques et environnementaux. Jean-François, c'est assez novateur. Est-ce que vous pensez que ces relations comme ça, céréaliers-éleveurs, relations contractuelles, est-ce que ça va se généraliser tout du moins dans votre région? Alors, cette complémentarité céréalier-éleveur, elle se pratique déjà depuis plusieurs années. Et on note, moi, je pense qu'elle est en expansion. On a travaillé en fait ce printemps avec un collègue du service économie et gestion sur la reconversion presque quasi totale d'un système céréalier en système fourrager. Et est-ce que c'est rentable pour le céréalier, par exemple? Alors, la rentabilité, elle se calcule, il faut que ce soit en fait gagnant-gagnant. Il faut que l'éleveur retrouve un fourrage pas plus cher que sur le marché. Et il faut que le céréalier en fait, retrouve au moins sa marge nette en fait, sur les cultures remplacées par la luzerne, ajustée par itinéraire technique, plus éventuellement l'irrigation. Ça, c'est la rentabilité. Et les motivations elles peuvent être plus larges, peut-être, pour le céréalier? Alors, les motivations, bon, on l'a entendu, c'est d'abord en fait, le temps de travail. Une fois que la luzerne est installée, vous avez juste à gérer la fertilisation et éventuellement l'irrigation. Il n'y a plus en fait, à ressemer ni à préparer. Il y a la prime protéagineux à condition d'avoir un contrat avec un éleveur. Il y a une culture qui est structurante, qui laisse de l'azote, qui est nettoyante. Et puis c'est une bonne tête de rotation. Et quels sont les freins à la généralisation de ce type de relation? Alors moi je vois une limite et un frein. La limite c'est peut-être pour l'éleveur de vérifier en fait parmi les signes de qualité dans lesquels il est engagé. Je pense par exemple au bio ou au cahier de charge Munster. De bien vérifier ses cahiers de charge et dans quelle mesure il est autorisé à recourir à des fourrages extérieurs. Ça c'est donc une limite. Et puis le frein est en fait la distance. Il y a une distance, je pense, au-delà de 20 km pour laquelle c'est déjà moins intéressant. Et le deuxième frein, en fait, c'est de travailler en confiance avec le céréalier éleveur. Il y a eu des cas d'échec déjà par le passé, faute d'un contrat clair qui engage en fait chacune des parties. La distance, c'est un vrai problème. On ne peut pas imaginer qu'il y ait trop de route à faire entre les deux. Alors ça dépend. Si c'est en fait l'éleveur qui doit descendre à chaque fois pour faire les travaux de récolte, je pense que 20-25 km, c'est une limite. Dans le cas où le céréalier réalise les travaux de récolte et de conditionnement ou éventuellement les fait faire par une ETA, on peut imaginer des systèmes qui se pratiquent déjà. La frontière suisse n'est jamais très loin. Et donc, il y a des éleveurs en fait, de chevaux suisses qui sont prêts à faire 40-50 km pour chercher de la luzerne, mais ils veulent de la qualité. Et ce que l'on voit là, dans ce cas bien précis, est-ce qu'on peut l'imaginer pour d'autres cultures? Alors, ça se pratique déjà pour du maïs fourrage vendu sur pied. Ça se pratique pour de la temporaire. Ça se pratique pour des cultures intermédiaires d'été ou d'hiver du type métail, qui se contractualisent aussi. Et puis alors, si on sort du cadre fourrager, on a des demandes plus locales, en fait, entre autres pour de la fibre végétale. On a une demande en fait d'industrie textile, industrie du bâtiment, plasturgie, pour en fait du chanvre, du lin, de l'ortie. Donc, on est en train de travailler en fait avec les collectivités locales pour mettre en place des filières. Merci beaucoup. Alors, je vous l'ai dit, vous pouvez poser des questions en direct. Justement, c'est Sophie Sanson qui va formuler ces questions et je l'en remercie. Alors, Sophie, est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour. Oui, une première question donc, pour Sylvain et Jean-François. Donc, les exemples qui ont été présentés, donc, il y a des témoignages qui montrent que l'élevage, c'est un levier intéressant pour le changement de système. Est-ce que dans les groupes défis que vous animez, en fait, est-ce qu'il y a des exploitations qui ont changé leur rotation uniquement sur un atelier céréalier? Qui répond? Donc, oui, je vais commencer. En fait, oui, ça existe. Enfin, moi, j'ai une deuxième ferme qui aborde la modification de son assolement. En fait, il ramène des cultures qui faisaient ancrer dans des terres plus compliquées à rotation courte. Après, derrière, il faut avoir la filière et la valorisation des cultures. C'est là le facteur un peu limitant de ce type de projet. Jean-François? Oui, il y a des systèmes qui ont quand même beaucoup évolué, qui étaient encore en monoculture de maïs il y a peut-être 10-15 ans, qui aujourd'hui diversifient leur culture, entre autres par rapport à tout ce qui est accès à la ressource en eau. Donc des systèmes qui étaient fortement basés sur le maïs, qui reviennent en arrière, avec davantage de cultures d'automne, du blé et entre autres du colza. Sophie, une autre question? Non, pour l'instant, pas d'autres questions. Bon, très bien. Il me reste juste donc à vous remercier, Sylvain Dutoit et Jean-François Streller. À présent, on va faire le point sur la filière betteravière avec deux responsables de l'ITB. Images.
Ghislain Malatesta, est-ce qu'on va trouver une réponse, une alternative aux néonicotinoïdes? Oui, bien sûr, c'est l'objectif que nous avons sur ce plan de 3 ans pour trouver une alternative au NNI. Une alternative ou des alternatives, bien entendu. La première peut passer par la génétique, tester de nouvelles variétés prometteuses qui repoussent les pucerons ou qui ne permettent pas plutôt le transfert du virus aux plantes. La voie de biocontrôle en testant de nouveaux produits. La voie aussi des produits chimiques. Si les NNI sont des produits chimiques, on peut aussi encore homologuer des nouvelles matières actives utilisées en betterave pour lutter contre le vecteur de la jaunisse, qui est le puceron, le Myzus persicé. Et où en est-on de la filière bio? Alors, depuis quelques années, la filière bio en betterave sucrière progresse. Nous sommes en 2020 à environ 1500 hectares, répartis sur toute la France betteravière. Plus de 1000 hectares sont présents plutôt dans le sud de Paris, en bordure de l'Île-de-France. Où en est-on dans cette filière? Écoutez, on teste des variétés, bien entendu, qui sont aujourd'hui sans traitement de semences, donc qui sont produites normalement, mais qui ont une dérogation pour être utilisées en agriculture bio. Le plus gros défi en agriculture bio restera le désherbage, puisque nous devons désherber nos betteraves tout en mécanique, sans produits chimiques. Donc, tout le travail consiste à désherber nos betteraves mécaniquement en utilisant des outils classiques comme des hersetrilles, des bineuses, des moulinets, mais également des robots pour désherber l'intrarang, ce qui est la partie la plus importante. L'interrang, globalement, on sait le désherber, mais l'intrarang, nous avons des difficultés puisque les plantes sont relativement proches, même si elles sont éloignées de 20 cm. 20 cm, c'est quand même difficile à désherber entre deux plantes de betterave. Pascal Ahmed, quelles sont les techniques alternatives donc pour diminuer les herbicides dans la culture de la betterave? Alors, dans la culture de la betterave, pour diminuer à l'immédiat, j'allais dire, l'emploi de produits phytosanitaires, une technique qui est non pas nouvelle en soi, c'était bien sûr la localisation des herbicides, qui est une technique qui a vu ses heures de gloire à la fin des années 80, courant des années 80, en Champagne notamment, et qui avait surtout pour but de réduire le coût d'utilisation des herbicides, puisqu'à l'époque, ils étaient sur des marchés captifs. Voilà. Ces techniques ont très bien fonctionné jusqu'à la fin des années 80, avec le concours de certains constructeurs qui pouvaient mettre à disposition des matériels permettant d'intervenir sur 15 à 20 mètres de large, selon le principe. Aujourd'hui, nous souhaitons réactualiser ce concept. Aujourd'hui, on gagne en précision lors de l'implantation de la culture grâce au GPS. Nous sommes beaucoup moins tributaires des écarts d'intervalle entre semoirs, bien évidemment. Du matériel novateur également arrive au niveau de la qualité du binage et des rapidités d'intervention avec différents modes de binage. On conçoit la bineuse en tant que telle, mais apparaît aussi aujourd'hui des hersetrilles, des rotoétrilles, des bineuses avec des doigts animés qui permettent de venir enlever, éliminer l'adventice sur la ligne de semis. Et ceci met effectivement une réduction significative de l'usage du phytosanitaire. En complément de ceci, on s'est rendu compte également que même sur des techniques d'application traditionnelles, on pouvait se limiter par exemple à simplement 2 passages d'herbicides chimiques en plein au démarrage du programme de désherbage et rapidement prendre le relais par derrière avec les outils que j'ai précédemment cités, notamment des rotoétrilles ou hersetrilles, qui, une fois la betterave correctement implantée, 2-4 feuilles pour notre région Champagne, nous permettait de venir effectuer un nettoyage mécanique avec ces outils-là. Est-ce que cela passe par un allongement des rotations? Alors, l'allongement des rotations est effectivement une voie pour améliorer cette réduction d'emploi d'herbicides. À l'image de ce qui se produit sur la plateforme CIPRE à Reims, plateforme inter-institut Arvalis, Terrinovia et nous-mêmes, l'allongement en passant d'une rotation de 5 ans à 10 ans, nous avons pu introduire des cultures entre guillemets nettoyantes, et je pense au chanvre,
qui s'affranchit complètement d'usage de pesticides à l'occasion de sa croissance et a le mérite de nous restituer une parcelle propre derrière la récolte du chanvre. Et on le voit bien sur la conduite du blé qui va suivre. C'est un blé qui, grâce à l'usage lui aussi de techniques alternatives, de la RC-trille en l'occurrence, nous permet d'être propre à l'entrée de l'hiver de façon significative, et même pendant le printemps peut être désherbé uniquement mécaniquement. L'exemple de 2020 en est une brillante réussite. Peut-on espérer de la génétique pour réduire les applications de fongicides? Alors, effectivement, courant des années 2000-2010, la cercosporiose est devenue à une emprise gravissime au niveau de la zone betteravière française, à l'image qu'aujourd'hui on retrouve même aux portes de l'île de la cercosporiose, chose qui n'existait pas 25 ans en arrière. Et les sélectionneurs ont eu pour charge de mener une recherche poussée sur des variétés dites tolérantes. Ceci nous a permis de mettre en évidence qu'effectivement une réduction à minimum d'un passage de fongicides est possible, et l'expérimentation menée au sein des plateformes d'essai de l'ITB comme des SAS met bien en évidence que ces betteraves conduites sans protection fongicide peuvent aujourd'hui prétendre conserver un feuillage efficient jusqu'à courant novembre, sinon plus tard. Sur cette plateforme CIPRE, ça a été une de nos recherches imposées, entre guillemets, c'était de cultiver directement ces variétés dites tolérantes. Et pour la 3e année consécutive, même s'il est vrai que les 2 dernières années, 19 et 2020, sont fortement impactées par la sécheresse qui a limité le développement de la cercosporiose, on se rend compte que ce type de variété, conduite avec un seul fongicide, est amplement suffisant dans les conditions que l'on connaît actuellement. Notre challenge est effectivement en arrachage précoce à intermédiaire, 0 fongicide. Sur des variétés tardives, un seul fongicide doit suffire, même dans des situations à pression élevée de maladie. À présent, on va parler expérimentation et pour cela, je suis en compagnie de Marie Delaune. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieure expérimentation justement à la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est et face à vous, François-Xavier Schott. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agronome à la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. Marie, on démarre avec vous. Vous avez conduit une expérimentation, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en effet. Donc, depuis 2011, en fait, on teste des systèmes de culture à Arouet. En fait, on est en zone intermédiaire, en contexte de sol argilo-calcaire plutôt séchant, avec des problématiques de vulpin résistant, de gaillet au niveau des adventices. Et donc, on teste ces systèmes de culture céréaliers en partenariat avec Terre Innovia et la ferme de l'Alpa Iescatra. Donc, l'idée en fait de ces essais, c'est finalement d'évaluer l'ensemble des performances des systèmes de culture à base d'expérimentation en champ. Et donc ces essais sont pluriannuels car en fait on va tester l'effet de rotation et les stratégies associées, les règles de décision associées pour répondre à des objectifs qu'on s'est définis. Donc comme on pourra le voir sur la vidéo, sur la première plateforme expérimentale qui était en place de 2011 à 2016, la protection intégrée des cultures était testée sur 2 systèmes de culture avec un niveau de rupture différent, avec un objectif de réduction de l'IFT d'au moins 50%. Donc, à la suite de cette première plateforme, une deuxième plateforme d'essai est actuellement en cours de suivi depuis 2 ans. Et donc, dans cette deuxième plateforme, on teste 3 systèmes de culture qui vont encore plus loin. Donc, au niveau du dispositif expérimental, comme sur une exploitation normale, tous les termes des rotations testées sont présents chaque année sur la parcelle. Donc on est sur des parcelles de 0,2 hectares, suffisamment petites pour pouvoir faire facilement des observations et suffisamment grandes pour pouvoir utiliser du matériel agricole. Donc concernant les suivis agronomiques qui sont réalisés régulièrement, donc on a par exemple le suivi du salissement en adventice des parcelles, le suivi des cultures, le suivi de la qualité de l'eau.
Tout ça, c'est complété par des indicateurs de résultats économiques, environnementaux et sociaux qui sont faits à l'échelle de la rotation. Voilà. Merci Marie. François-Xavier, d'où est partie l'idée au départ ? L'idée, ces expérimentations, elles s'inscrivent dans le réseau DEFI XP, Ecophyto National. Et l'objectif, c'est vraiment d'être en complémentarité avec ce qui est travaillé par tous les agriculteurs de France, comme ça a été témoigné juste avant. Et en particulier les agriculteurs et les réseaux DEFI fermes Ecophyto. Comme l'a présenté Marie, le fait d'être sur un site d'expérimentation, sur des petites surfaces, nous permet de tester une grande variété de leviers, comme des agriculteurs, et d'être très en rupture dans des logiques de réduction très fortes de phytosanitaires. L'idée, c'est vraiment d'essayer de tester la limite de l'ensemble des leviers agronomiques, est-ce qu'ils sont pertinents et est-ce qu'ils arrivent à gérer entièrement, ou à quelle hauteur ils arrivent à gérer les problématiques agronomiques. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut se permettre de prendre plus de risques, parce que si on se trompe, et justement, on est sur un endroit où on doit se tromper, quelque part. Parce que si on se trompe, l'impact économique direct est faible. Par contre, l'apprentissage peut être très grand. Et c'est aussi de nos erreurs. Et nos erreurs, on n'hésite pas à les communiquer, à les discuter avec des agriculteurs. Donc, on est vraiment dans une logique de laboratoire à ciel ouvert, qui est ouvert et qui est dans une logique de partage assez large avec tous ceux qui sont intéressés par la réduction d'usage des phytos et l'agronomie. Alors, François-Xavier, quels sont les enseignements qu'on peut en retirer ? Alors, sur l'expérimentation, je vais vous parler plus précisément de ce qui s'est fait de 2011 à 2016. On a eu un premier essai sur 5 ans. On peut faire un bilan au bout de 5 ans de rotation. Et lorsqu'on compare les performances de deux systèmes, donc le système qui était mené en TCS, rotation colza-blé-orge, qui était classique, qui ne l'est plus maintenant sur le plateau lorrain, à celle du système conduit en protection intégrée des cultures avec un allongement de rotation, sur une rotation qui était pois de printemps, colza, blé, tournesol, blé. On observe, grâce à la combinaison de l'ensemble des leviers agronomiques mobilisés, allongement de la rotation bien sûr, désherbage mécanique, décalage de date de semis de céréales, etc., j'en passe, une baisse globale de l'IFT de 60% entre ces deux systèmes. Et d'un point de vue économique, maintenant, si on se focalise là-dessus, on a des charges opérationnelles qui sont globalement réduites sur le système intégré de 70 € l'hectare. Et comme on peut le voir sur le graphique à l'écran, les marges sont en léger retrait de 40 € à l'hectare. Et là, vous avez même la variation d'année entre les années. Mais sans surprise, entre ces deux systèmes, on a plus de charges de mécanisation dans le système intégré et plus de temps de travail qui conduisent à une marge semi-nette, si on prend vraiment tout ça en compte, réduite de 150 € à l'hectare quand même. Concernant le temps de travail à l'hectare, c'est assez intéressant de noter que la grande partie de l'augmentation du temps de travail vient plutôt du travail du sol et de l'introduction de couverts d'interculture, plutôt que le désherbage mécanique qui a une part assez réduite. Et ce qui est assez intéressant, c'est que malgré tout ça, on a des performances et des consommations, des émissions de gaz à effet de serre à l'hectare et des consommations d'énergie à l'hectare qui, dans le système intégré, sont plus faibles que dans le système de référence. Et il y a plus de consommation de fuel direct. Par contre, le fait d'introduire du pois et du tournesol font significativement baisser la fertilisation azotée moyenne sur le système, qui fait qu'il est moins émissif en GES à l'hectare et il consomme moins d'énergie directe et indirecte à l'hectare. GES, donc gaz à effet de serre. Marie, comment dire, est-ce qu'on s'est mis en situation, enfin, est-ce que vous êtes mis en situation de rupture ? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça ? Oui, en fait, comme vient de l'expliquer François-Xavier, nous avons réussi à atteindre des très faibles niveaux d'IFT avec cette première plateforme d'essai, donc ce qui illustre la rupture des pratiques testées. Et en fait, dans les essais systèmes actuels, on va encore plus loin dans la rupture, donc notamment avec l'évaluation d'un premier système de référence PIC qui correspond en fait à une amélioration du système PIC qui était testé dans l'ancienne plateforme et où on l'améliore notamment sur certains aspects avec l'intégration de la double rupture, donc la succession de 2 cultures de printemps dans la rotation et le mélange de variétés qui n'était pas forcément mis en place dans la précédente expérimentation. Donc, en parallèle de ce système, on teste un système en agriculture de conservation des sols sans glyphosate, donc avec une stratégie de couverture maximale des sols, avec notamment des couverts semi-permanents de légumineuses et une alternance semi-directe travail simplifié du sol pour l'objectif de semer sur un sol propre. Enfin, on a un troisième système qui va jusqu'au bout de la logique de réduction des produits phytosanitaires, donc c'est le système zéro phyto, où on s'autorise quand même l'utilisation d'une fertilisation minérale adaptée.
Et donc, voilà, ça nous pousse vraiment à tester la limite des leviers agronomiques qu'on met en place, et notamment sur la gestion des adventices, qui est notre principal point d'attention sur ce système. Marie, juste une précision pour ceux qui nous écoutent, vous avez parlé système PIC. Oui, protection intégrée des cultures. Voilà, il faut le préciser. François-Xavier, alors là, on est dans un cadre d'une expérimentation. Est-ce que c'est extrapolable aux agriculteurs? Alors oui, je dirais tout à fait, mais en fait, aucun agriculteur n'arrivera à reproduire exactement ce qu'on s'est fait. C'est-à-dire que c'est exactement la même logique que les fermes défis. On a plutôt des expériences à partager, et nous, on a la chance de pouvoir aller assez loin dans l'évaluation des performances des systèmes pour que les agriculteurs puissent s'approprier finalement les leviers agronomiques qui ont été testés et mettre en place ceux qui sont possibles pour eux de déclencher. Donc c'est plutôt des partages d'expériences avec nous des indications économiques et vraiment assez fines de performance des systèmes qui permettent aux agriculteurs potentiellement de s'approprier ça. Et comme l'a dit Marie, et j'ai oublié un petit point avant, par exemple sur ce qui est intéressant, c'est que là on a fait 5 années d'expérimentation, c'est ce que je vous ai présenté, mais d'un point de vue agronomique, les agriculteurs ils font pas 5 années et ils ont fini leur carrière. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir aussi où est-ce qu'on en était à la fin de la dernière expérimentation. Et on a constaté, par exemple, d'un point de vue agronomique, que sur l'expérimentation qu'on a menée de 2011 à 2016, le système classique, on a dû augmenter l'usage d'herbicides pour arriver à peu près maintenir la pression en vulpin, notamment, et on avait du mal à la maintenir à la fin, alors que le système intégré, on était beaucoup plus tranquille sur la gestion des adventices et la somme des leviers arrivait à la gérer. Pour revenir à la question sur le côté extrapolable, et c'est vraiment dans cette logique-là qu'on le fait. Par exemple, moi je le dis souvent, l'usage du désherbage mécanique, c'est un petit exemple. On utilise la RC-Tri dans nos systèmes. Et moi je le dis à chaque fois, la RC-Tri en 2011 n'est pas égale à la RC-Tri en 2020. Parce que nous aussi, en fait, on a un peu d'humilité là-dessus, on se trompe, mais c'est l'objectif. On essaye et on apprend. Et finalement, on a beaucoup appris notamment à bien utiliser, à bien valoriser les outils de désherbage mécanique, comme des agriculteurs le font, et on essaye de traduire ça en toute humilité quand on les accueille, volontiers d'ailleurs. C'est ce qu'on leur explique et qu'on explique aussi comment on a fait évoluer nos décisions, nos stratégies, parce qu'on se plante et comment on réagit, comme un agriculteur peut réagir chez lui quand il a des échecs. Alors, si nos téléspectateurs veulent en savoir plus, Marie, on fait comment ? Alors, vous pouvez par exemple nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter CrashJRD, également via le site internet de la Chambre d'agriculture du Grand Est, le compte Facebook et via la chaîne YouTube de la Chambre, notamment via une playlist de vidéos qui s'appelle Terre d'échange, où nous partageons notre expérience sur la thématique de la gestion des adventices sans herbicides sur notre système zéro phyto. Donc en plus des expérimentations menées à Arouet, c'est en tout 7 groupes d'agriculteurs de la région qui partagent tout au long de l'année leurs pratiques innovantes sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur cette chaîne. Bon alors justement, on va passer à la partie interactivité. Sophie, des questions, je crois. Oui, alors l'expérimentation que vous présentez, elle existe depuis plusieurs années maintenant, vous avez du recul. Et quelle suite vous imaginez à sa mise en place ? Qui répond ? Je peux répondre. Marie. Dans les la plateforme déjà qui est mise en place actuellement, pour préciser un petit peu, en fait, c'est une expérimentation qui est faite en lien avec un réseau d'agriculteurs qui testent aussi chez eux le zéro phyto sur une petite parcelle chez eux. Et donc régulièrement, en fait, on fait des échanges aussi avec ces agriculteurs et avec les conseillers qui les suivent. Donc ça permet d'avoir au moins ce côté échange avec les agriculteurs et déploiement un petit peu de ces techniques qu'on teste. Et effectivement, en fait, au fil du temps, au fil des expérimentations, on apprend toujours. On teste toujours de nouveaux leviers. On est un petit peu à l'écoute de tout ce qui peut se faire, notamment des innovations qu'on peut aussi écouter de la part des agriculteurs. Donc qu'on peut intégrer à nos essais. Et puis on peut aussi, l'intérêt aussi du site que nous avons à Arouet, c'est que nous testons actuellement, à côté de ces essais systèmes pluriannuels, des expérimentations analytiques qui nous permettent de creuser certains aspects. Par exemple, actuellement, nous testons la fertilisation azotée, le pilotage de la fertilisation, avec la méthode INN qui nous permet d'ajuster cet aspect-là, par exemple.
Sophie, est-ce qu'on a une autre question? Non, pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Bon, alors il ne me reste plus qu'à remercier nos invités, Marie Delonne et François-Xavier Schott. Et puis, vous savez, à présent, on va parler autonomie fourragère et azotée avec Véronique Lodineau et Maëva Guillier. On les accueille. Bonjour Véronique Lodineau. Bonjour. Alors vous êtes ingénieure territoriale de la Chambre d'agriculture des Vosges et puis je suis aussi en compagnie de Maëva Guillier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission autonomie azotée et protéique à la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. Véronique, on démarre par une vidéo? Allez, par un témoignage, on y va. Image. Nous retrouvons Noémie Schöffel, conseillère en agronomie et ingénieure réseau DEFI à la Chambre d'agriculture des Vosges. Ainsi que Jean-Bernard Mangin, agriculteur du GAEC des Trois Épis à Auzun-Villiers. Bonjour à tous, nous sommes ici au GAEC des Trois Épis avec Jean-Bernard Mangin qui va nous présenter rapidement son exploitation. Alors c'est sur une exploitation laitière, il y a 347 hectares de culture, enfin de terres agricoles on va dire, et sur les 347, 240 de culture. 104 hectares de prairies permanentes qui ne sont pas du tout retournables, il y a 13,88 hectares de luzerne, il y a un peu plus de 13 hectares de RGI trèfle-incarnat, 6,46 hectares de prairies temporaires plus longue durée, 4-5 ans, et puis 59 hectares de maïs. Le reste se disperse en orge d'hiver, blé, orge de printemps, colza, févrole, pois. Ce qui est surtout important, ce sont les surfaces fourragères. Depuis quelques années, il y a également 40 hectares de cultures intermédiaires, RGI et trèfle incarnat. Donc tous les chantiers de récolte sont organisés au préalable et le fait d'avoir une banque de travail nous permet d'avoir les coups de main pour les récoltes. Et on appartient également au groupe DEFI, ce qui nous permet de raisonner pas mal de critères techniques et phytosanitaires pour les cultures et les prairies. Tu es donc autonome en fourrage sur l'exploitation. Comment as-tu fait? Quel levier as-tu mis en place pour obtenir cette autonomie fourragère sur cette exploitation? Alors depuis de longues dates, le raisonnement est toujours le même. On parle des besoins des animaux pour bâtir les rations. Et donc des rations, on bâtit également les assolements en foin, en ensilage et en maïs. Et puis depuis quelques années, compte tenu des différentes difficultés avec les sécheresses répétitives, tous les œufs ne sont plus dans le même panier en ce qui concerne le maïs. Et on a commencé par implanter la luzerne, qui répond parfaitement aux années sèches, et en plus qui est un excellent aliment pour les vaches laitières. Ensuite, les prairies temporaires sont venues, mais en plus petite quantité pour améliorer les structures de certains sols hydromorphes. Et puis dernièrement, les raies gras à trèfle, avec les couverts ou même en culture en plat, pour apporter deux choses, davantage d'autonomie fourragère au printemps et à l'automne. Et la deuxième chose, c'est un aliment de qualité quand c'est récolté jeune, qui vaut parfois des VL qu'on trouve dans le commerce. Donc c'est les leviers sur lesquels on s'est appuyé pour arriver aujourd'hui à un résultat probant, puisqu'on vend des fourrages et on a des bilans fourragers malgré les années de sécheresse qui sont équilibrés. Quelles sont les contraintes que tu as pu rencontrer dans cette quête de l'autonomie fourragère et quels sont selon toi les freins pour quelqu'un qui voudrait faire la même chose? Alors la grande difficulté, c'est d'abord de se remettre en cause, parce qu'on agit souvent sur les cultures et dans les assolements avec des habitudes. Et il se trouve que ce n'est pas toujours évident, surtout quand on est associé en GAEC, de vouloir remettre en cause à la fois les rations et à la fois les assolements. Merci. Et du coup, quelles sont les conséquences de cette autonomie fourragère? Alors, première conséquence positive, c'est qu'effectivement, on est excédentaire en fourrage,
ce qui est quand même très important, avec la possibilité de nourrir les animaux sur toute l'année. Première chose. Deuxième chose, c'est pas du positif, c'est plutôt du négatif, c'est l'augmentation du travail au moment des récoltes, parce que tout ce qui est fourrage, herbe, à base d'herbe, nécessite plusieurs coupes, et ça nécessite plus de travail qu'une récolte de maïs. Troisième chose, c'est un avantage certain sur les rotations, avec un allongement des rotations et donc une amélioration des cultures proprement dites, très difficile à mesurer parce que les années sont plus importantes que la rotation proprement dite. Et puis, autrement dit aussi, une baisse, ou en tout cas, le fait de garder des IFT très bas, notamment par rapport à une moyenne régionale. Véronique, intéressant le témoignage de Jean-Bernard Mangin. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir un peu le profil type des agriculteurs qui vont dans ces démarches de recherche d'autonomie fourragère ? Il y a quelques années, je vous aurais répondu oui, c'est vraiment les convaincus. Aujourd'hui, et Jean-Bernard l'a vraiment dit, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, les aléas climatiques, la volatilité du prix du soja, l'évolution de certains cahiers des charges, et puis des prix de vente souvent tendus sur le lait et la viande. Et donc, de nombreux éleveurs, tout système et tout âge, font comme Jean-Bernard et pensent que l'autonomie fourragère, c'est vraiment indispensable pour assurer la pérennité de l'exploitation. Est-ce que vous constatez des différences peut-être selon les régions ? Alors, selon les grandes régions, oui, notamment dans le Grand Est, on a une part importante des prairies naturelles, environ 40% en moyenne, mais sur certains secteurs, c'est 70-80% de part de prairies naturelles dans la SAU. Donc, introduire des prairies temporaires telles que l'a fait Jean-Bernard, ce n'est pas toujours cohérent avec les systèmes d'élevage actuels. Est-ce que, in fine, peut-être, ça se traduit par une baisse des IFT, des phytos sur l'exploitation ? Oui, alors déjà, les systèmes de polyculture élevage sont moins consommateurs de phyto que les systèmes de grande culture, environ 25% de moins. Mais quand on introduit des cultures fourragères ou des cultures moins gourmandes en phyto, mathématiquement, on réduit le nombre de traitements. Et je suppose que les leviers qu'il faut mettre en œuvre seraient bien plus complexes peut-être que sur une exploitation traditionnelle de grande culture ? Alors c'est à la fois plus simple et plus complexe. C'est plus simple parce que si on parle juste de la diversification d'assolement, le marché, on l'a à l'intérieur de la ferme, c'est le troupeau. Donc à la différence des grandes cultures qui, eux, doivent pouvoir valoriser par la vente des nouvelles cultures. Mais c'est plus complexe parce qu'un changement de système de culture va entraîner peut-être un changement du système global d'exploitation. On change de fourrage, on change d'alimentation, on change la disponibilité en paille et donc on va peut-être changer le logement des animaux. Donc c'est un raisonnement beaucoup plus global et en cela, c'est plus complexe qu'en système grande culture. Merci Véronique. Maëva, on va parler avec vous du projet Arpège. Est-ce que vous nous expliquez de quoi il s'agit ? Oui, effectivement, donc, le projet Arpège, c'est un partenariat européen pour l'innovation qui est soutenu par le Conseil régional Grand Est et puis l'Europe à travers des fonds FEADER. Donc, il regroupe 25 partenaires du territoire du Grand Est. Et en fait, on vise l'autonomie protéique et énergétique des élevages du Grand Est en testant diverses solutions pour et avec les agriculteurs. Donc c'est vraiment cette optique de les intégrer dans la boucle pour tester avec eux. Donc on va se tourner vers de nouvelles ressources, mais aussi la valorisation de ressources qui existent déjà dans le Grand Est, étant donné que la région est une région de polyculture élevage avec diverses ressources. Donc c'est de les valoriser au mieux pour tendre à cette autonomie. Là, l'idée, c'est de recréer le lien céréalier-éleveur. Tout à fait. Donc, en fait, on a une action dans Arpège qui vise justement à créer ce lien entre céréaliers et éleveurs, puisqu'on a parlé depuis tout à l'heure d'introduction de nouvelles cultures, donc par exemple sur les aires d'alimentation de captage, des cultures à bas niveau d'impact, mais c'est aussi des cultures des prés temporaires dans des rotations céréalières avec des agriculteurs qui n'ont pas l'habitude de valoriser ces cultures, ou encore la luzerne. Donc du coup, c'est de pouvoir trouver des débouchés pour ces nouvelles cultures qui sont implantées sur la région. Et en face de ça, on a aussi des besoins des éleveurs, notamment avec les sécheresses répétitives qu'on constate là sur le territoire. Donc c'est de pouvoir vraiment créer du lien entre ces céréaliers et ces éleveurs. Il y a différents besoins de part et d'autre. Et donc du coup, c'est de pouvoir les accompagner vers la coopération, voire la contractualisation, alors verbale ou écrite, peu importe. Et donc du coup, on est dans une phase de recrutement des agriculteurs. Voilà, s'il y en a qui souhaitent tester ce type
de coopération. Le but, c'est voilà, de pouvoir les accompagner vers ces démarches, leur apporter des outils. Aussi bien techniques que méthodologiques ou juridiques, et du coup de pouvoir aller vers cette coopération, cette valorisation de nouvelles cultures. Même question que j'ai posée tout à l'heure à Véronique. Maëva, est-ce qu'on voit in fine un abaissement des IFT et donc de l'emploi des phytos? Alors, effectivement, plus spécifiquement dans le projet Arpège, donc on travaille aussi à la création d'une filière soja non OGM Grand Est, donc culture aussi qui a peu besoin d'intrants. Et donc du coup, ça amène aussi d'autres avantages dans la rotation, notamment l'apport d'azote gratuit, si je puis dire. Et cette autonomie azotée aussi, en fait, on a acquis des références et une expérience. En fait, on a l'enseignement du projet Auto-N, qui était un projet CASDAR qui s'est terminé en 2018, où 6 agriculteurs pionniers, en Champagne-Crieuse plus spécifiquement, du coup, ont testé de nouveaux systèmes de culture, plus autonomes en azote, mais aussi qui limitent les pertes d'azote dans l'environnement. Et en fait, c'est cette réflexion fine vraiment à l'échelle du système global, comme le disait Véronique, on parle de nouvelles cultures, donc du coup d'un nouveau système de culture, mais aussi d'un nouveau système d'exploitation. Et du coup, ils ont testé ces systèmes-là, et en fait, on a évalué la multiperformance de ces systèmes, et on s'est rendu compte, alors sur le pas de temps du projet qui était assez court, effectivement de 4 ans, qu'il y avait une tendance à améliorer les performances environnementales, dont l'IFT. Et donc ces impacts, en fait, on va les évaluer. Et on poursuit cette dynamique de conception de systèmes de culture innovants testés avec les agriculteurs au travers d'un autre PUI qui est le PUI à partage. Et donc là, on va tester à l'échelle Grand Est aussi de nouveaux systèmes de culture et évaluer en fait in fine les impacts sur les systèmes d'exploitation. PUI ? Partenariat européen pour l'innovation. Voilà. Maëva, Véronique, on va répondre aux questions de nos téléspectateurs. Je crois, Sophie, qu'il y a une question. Oui, quelles seraient les conditions, selon vous, à rassembler pour que ce projet puisse se développer à l'échelle d'un territoire? Qui répond? Oui, alors je peux répondre effectivement. Donc c'est ce qu'on a voulu insuffler au travers des deux projets Partage et Arpège, c'est vraiment de concevoir ces projets avec l'ensemble des acteurs du territoire, de l'amont à l'aval. Donc c'est vraiment d'inclure les acteurs économiques aussi dans les réflexions et bien évidemment les agriculteurs, puisque c'est eux qui vont tester ces systèmes et qui vont aussi être demandeurs et aussi qui vont avoir des innovations à nous faire partager. Donc c'est vraiment de pouvoir avoir l'ensemble des acteurs. Ça va être aussi une animation globale, suivie aussi du projet sur le territoire de tous ces acteurs, et une communication entre pairs, entre agriculteurs, entre experts, mais aussi avec les différentes partenaires du projet et une diffusion plus large à l'échelle du Grand Est. Bon, Maëva Guillier, Véronique Lodineau, merci beaucoup. On va s'intéresser à présent à la diffusion des connaissances pour cette dernière partie avec Corinne Revest. Merci à vous. Corinne Revest, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du service agronomie et environnement à la Chambre d'agriculture de la Meurthe-et-Moselle. Alors, on s'intéresse à la diffusion des connaissances et il faut que vous nous expliquiez ce qu'on entend quand on parle du groupe 30 000. C'est vrai, j'entends souvent parler. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors, le plan Ecophyto 2 a affiché l'ambition d'engager 30 000 exploitations vers la transition écologique. Donc là, effectivement, 30 000, ça se fait à travers des groupes. Donc pourquoi des groupes 30 000 ? Parce que le collectif d'agriculteurs est important pour fédérer les messages, pour fédérer entre eux les membres. Et les agriculteurs ont besoin de se rassurer, d'échanger, de capitaliser aussi sur leurs échecs et leurs réussites, parce que c'est comme ça que tout le monde progresse ensemble. Donc ces collectifs d'agriculteurs sont autour du même objectif, qui est la mise en place de systèmes économes. Allez-y, pardon. Pardon. Au niveau de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, on a beaucoup misé sur ces groupes 30 000, puisque la Chambre d'agriculture anime une dizaine de groupes avec 140 agriculteurs. Alors, il y a différents leviers. Est-ce que la reconception, justement, c'est au cœur de vos actions ? Alors, c'est la base de l'action. En fait, pour réduire les phytos, il faut déjà avant tout réduire la pression des bioagresseurs.
réduire les phytos en tant que tels, ça ne veut rien dire. Et pour réduire la pression des bioagresseurs, il faut simplement, si c'était simple, ça serait bien, il faut travailler sur la reconception du système de culture, qui passe notamment par l'allongement des rotations, l'introduction de nouvelles cultures. Et c'est vraiment le pilier de la réduction de l'usage des phytosanitaires. Alors c'est vrai qu'on le sait, quand il y a un groupe, tous les agriculteurs n'avancent pas forcément à la même vitesse. Comment vous gérez cela ? Alors, c'est ce qui fait la richesse du groupe, en fait, puisque chacun amène son expérience. Il y a le côté rassurant, effectivement, et chaque agriculteur doit s'approprier son système de culture. Alors, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, d'un claquement de doigts. Le réseau Défi l'a bien mis en évidence. On a 3 phases. La phase ESR, voilà, efficience. Les fameuses 3 lettres. Les fameuses 3 lettres, l'efficience, où les agriculteurs là, vont travailler sur l'amélioration, par exemple, de leurs pratiques de pulvérisation. Donc certains mettent un peu de temps avant de franchir ce cap de Dieu. Après, on arrive à la phase S, qui est la substitution. Donc là, effectivement, mise en place de leviers agronomiques. On peut citer le désherbage mécanique, par exemple. Et puis, effectivement, l'aboutissement final, c'est la reconstruction du système et de faire un système résilient et robuste. Donc chaque agriculteur, il y a des agriculteurs qui vont aller très vite de E à R, et puis il y a des agriculteurs pour lesquels il faut un petit peu plus de temps pour s'approprier ce changement de pratique. Ça a été dit dans une des vidéos par Monsieur Mangin, on ne change pas des habitudes comme ça du jour au lendemain. Comme dans tout métier. Justement, pour cette phase-là de reconception, comment aider les agriculteurs, comment les accompagner ? Alors, il faut les accompagner, il faut les faire réfléchir sur leur système. Et il faut absolument que ce soit l'agriculteur qui construise son système. Alors, le rôle du conseiller de la Chambre d'agriculture est là plus un rôle d'animateur, et de faire prendre conscience à l'agriculteur des manquements au niveau de son système de culture, et de voir les pistes d'amélioration à mettre en place. Il faut aussi, alors il y a un gros levier psychologique qu'il faut des fois maintenir, qu'il faut des fois lever plutôt, parce qu'on a des agriculteurs qui sont des fois dans l'assurance tout risque. Je traite parce que voilà, je ne veux pas prendre de risques. Donc il faut lever ce frein psychologique-là, et c'est en ça que l'animateur peut aider l'agriculteur à progresser. Et puis l'effet groupe est hyper important, parce que les compères rassurent l'agriculteur qui a du mal à y aller, quoi. Corinne, on a une question. Sophie. Oui, que diriez-vous aux agriculteurs qui souhaitent s'engager dans un collectif ? Il faut y aller. Il faut y aller. C'est important, parce qu'effectivement, c'est vraiment au sein des groupes qu'on voit la richesse des différents systèmes, et rien de tel que le concret pour avancer entre agriculteurs. Une seconde question, peut-être. Une seconde question. Dans les groupes que vous animez, qui était à l'initiative de la création du groupe ? Comment ça s'est construit ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. On a des agriculteurs déjà qui sont constitués en groupement de vulgarisation agricole, en GVA. Et au sein de ce groupe, on a des petits groupes qui sont issus de ce grand groupe, qui ont dit on veut aller plus loin dans la transition agroécologique, et qui se sont constitués en collectif de groupe 30 000. Alors c'est intéressant quand c'est un groupe qui est issu d'un groupe plus grand, parce que derrière ça redémultiplie finalement auprès des autres adhérents du GVA, qui ne sont pas forcément impliqués au départ, mais qui petit à petit se disent c'est peut-être intéressant d'aller voir ce qui se fait à côté. Bon, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'est l'occasion de vous remercier, Sophie. C'est l'occasion de remercier donc toute l'équipe d'organisation qui a participé à l'élaboration de cette émission, et l'équipe technique pour la réalisation. Et puis, merci à vous surtout de l'avoir suivi. N'hésitez pas à poser toutes les questions donc sur l'adresse email ecophytocrage@gmail.com. Bien sûr, nous y répondrons. Et puis, rendez-vous pour la prochaine émission le 1er décembre à 18h. Toujours sur la chaîne YouTube Power Boost, et aussi bien sûr sur le site de la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. Bonne journée.